Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de Libre Santé. Et bien sûr, bonsoir au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir Lionel et bonsoir tout le monde. Alors, un petit rappel de qui vous êtes quand même, cher Jacques-Michel Lacroix. On se connaît depuis 40 ans, on a fait de la radio depuis presque 40 ans. Mais il fait toujours bon de rappeler qui vous êtes. Vous êtes à l'origine, un des médecins à l'origine de SOS Médecins en France. Oui. Voilà. À Bordeaux et ensuite Bordeaux, en France. Oui. Et en France. Vous avez été président de SOS Médecins Bordeaux. Vous avez été aussi médecin urgentiste. C'est une voie qui vous a plu. Et puis président de SOS Médecins France aussi. Voilà. Et vous avez été médecin homéopathe. Oui. C'est une spécialité que vous appréciez. Bon, aujourd'hui, vous n'avez plus de cabinet, c'est fini, les bourdes. Vous faites des remplacements peut-être de temps en temps. Je prends toujours des gardes au centre d'urgence qu'on a monté en ville. Là, mais dites. Alors c'est où ça? Oui, c'est à l'Épinette. Oui, en face de l'église de l'Épinette. Oui. Voilà, d'accord. Bon, on peut le dire. Hein. Oui, c'est très bien avant le passage des urgences, peut-être d'aller vous voir. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça dégage un peu les urgences pour tout ce qui est petite chirurgie ou affection qui n'est pas programmée, pour laquelle on n'a pas pu prendre rendez-vous chez son médecin. Donc, de façon... Et on n'attend pas comme aux urgences. Non, nous, on a au maximum une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente en général. D'accord. Vous êtes ouvert les week-ends? On est ouvert les week-ends, les jours fériés et tous les soirs à partir de 20h. Jusqu'à 23h. D'accord. Et puis là, actuellement, depuis 3-4 mois, on est un peu débordé quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Alors peut-être d'autres médecins viendront vous rejoindre? Alors, on en a un qui nous a rejoint, là, un nouveau. Et puis après, je ne sais pas, il faudra peut-être qu'on envisage de changer de locaux pour avoir des locaux plus grands, plus accueillants. Enfin, on va voir. D'accord. Mais on va voir, mais pour ça, ça on peut le dire, j'aimerais avoir l'avis des autorités de santé, c'est-à-dire de l'ARS, l'Agence régionale de santé. J'ai envoyé deux courriers pour prendre rendez-vous. Pas de réponse. On n'a pas de réponse. Bon, comment on se débrouille quand même. Hein. D'accord. Alors, vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit 4 bouquins, je crois bien. Oui, 4 livres, oui. Alors, les titres de ces livres, et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, on peut les trouver un peu partout, dans le coin chez Mola ou à la FNAC, il suffit de demander. Sinon, sur Amazon, évidemment, bien sûr. Alors, le premier titre? Alors, le premier, c'était Quelques vérités sur la médecine française, qui est sorti il y a une dizaine d'années, ou une douzaine d'années. Ensuite, Malade, ce qui vous attend. Ensuite, la médecine interpellée. Et le dernier, c'est la médecine pas programmée, le nom m'échappe. Je ne me souviens plus du titre du bouquin. Bon, c'est pas. Est-ce qu'il y en a un 5e en préparation? Ah oui. Depuis, oui, mais enfin, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que je dis qu'il est en préparation. Enfin, là, je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps. Il faut que je m'astreigne à m'y mettre régulièrement, qui sera en fait la compilation d'articles que j'ai déjà écrits et que je vais essayer de faire se tenir les uns aux autres. C'est bien, vous me faites la transition, puisque vous êtes aussi, on voit très souvent vos articles dans Boulevard Voltaire. Vous écrivez c'est tous les mois, toutes les semaines, tous les 15 jours. Alors c'est eux qui me demandent, ça dépend de l'actualité, mais je fais entre 1 et 3 articles par mois à peu près. Oui. D'accord. Donc on peut voir du reste sur les réseaux sociaux. Oui, puisque je les publie. Voilà, et sur la page aussi Facebook de la radio, on peut les trouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler du vaccin anti-Covid, des effets secondaires qui sont reconnus. En attendant les jours meilleurs, les Français prêts à partager leurs données de santé, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Et puis les délais d'attente chez les médecins qui ne s'améliorent pas. Avant de démarrer vraiment l'émission,
je voudrais saluer plusieurs personnes qui nous écoutent. Je leur ai promis. Donc, on va sortir un peu du cadre de la région, puisqu'on le dit, on nous écoute partout dans le monde, dans 62 pays exactement. On nous écoute bien sûr dans la région, c'est le but principal. Mais on nous écoute aussi en France. Donc, je sais que, par exemple, à Niort, du côté de Niort, on nous écoute. On nous écoute aussi du côté d'Agen. On nous écoute aussi du côté de Nancy. Les quatre coins de la France, ils y sont, sans problème. Je salue notre ami Serge aussi, peut-être qu'il est encore dans le sommeil, qui est au Canada. Et juste une petite parenthèse, pardonnez-moi, nous avons en prévision une émission qui va, je pense, sortir un petit peu de l'ordinaire. Nous aurons des directs avec différents pays du monde. Avec des correspondants. Nous sommes en train de mettre ça en place. Ça devrait démarrer dans peu de temps. Et voilà, nous apprendrons un petit peu tout de leur vie quotidienne. Nous échangerons de cela dès que ça va être mis en place. Voilà. Alors maintenant, on part dans notre premier sujet, le vaccin anti-Covid. Bon, ça aurait été dommage de ne pas en parler. On en a tellement parlé. Les effets secondaires qui sont reconnus. Oui, alors, quand ce vaccin a été lancé, il y a eu beaucoup de polémiques à son sujet, entre autres parce qu'on ne connaissait pas les effets secondaires. Donc, il a été accusé de tout, du meilleur comme du pire. Et comme pour tout, il faut essayer de trouver la bonne, ce qui est vrai, discerner de ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, maintenant, on a quasiment 2 ans de recul sur les premiers vaccins et on commence à avoir donc des données suffisantes pour pouvoir dire oui, telle pathologie est liée au vaccin ou telle autre n'est pas liée au vaccin. Alors, on a observé au début quelques cas qui pouvaient être reliés au vaccin d'embolie pulmonaire, mais ça n'a pas été relevé parmi les effets secondaires par l'agence de santé française et européenne. Par contre, il y a 2 effets secondaires qui sont maintenant reconnus par non seulement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé français, l'ANSM, et par l'Union européenne. Alors, ces 2 effets secondaires sont, pour le premier, des problèmes cardiaques. On avait effectivement remarqué peu après, puisque ça se passe en général dans les 7 jours qui suivent la vaccination, il y a des possibilités de myocardite, c'est-à-dire d'inflammation du muscle cardiaque, ou de péricardite, c'est-à-dire d'inflammation de la tunique qui entoure le cœur. Ces effets secondaires ont été bien documentés, de manière à tel point que donc l'ANSM, qui est l'agence française, et l'agence aussi européenne pour le médicament, l'ont reconnu tout à fait officiellement maintenant comme étant des effets secondaires indésirables qui peuvent survenir dans les jours suivant la vaccination. Alors, on est bien d'accord, bien sûr, ça n'arrive pas à tous les vaccinés. Alors non, heureusement, c'est quand même assez rare puisque on en a noté et documenté. Quand je dis documenté, ça veut dire que avec suffisamment d'arguments pour être sûr que ça vient du vaccin. On en a documenté 132 chez des hommes et 37 chez des femmes pour 1 million de doses injectées. Donc c'est quand même pas... c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai aussi que comme pour tous les médicaments, il faut attendre que le produit ait été testé par plusieurs millions de gens pour voir apparaître des effets secondaires. Donc, ce sont des effets secondaires reconnus qui peuvent donner lieu à peut-être des indemnisations, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont officiellement reconnus depuis celui-là sur le cœur depuis juillet de l'an dernier. D'accord. Et puis alors, il y a d'autres effets secondaires, des vaccins Pfizer ou Moderna, qui étaient notés par les patients, ou patientes plutôt, parce que ça se trouvait chez les femmes. C'était des troubles menstruels qui apparaissaient
dans les semaines ou les jours ou les semaines qui suivaient l'injection du vaccin. Ce sont des saignements anormalement longs, pendant ou en dehors des règles même, des douleurs pelviennes, et chez des femmes atteintes d'endométriose qui étaient bien équilibrées jusque-là par le traitement, on a vu réapparaître des symptômes en rapport avec l'endométriose. Et chez certaines femmes qui étaient ménopausées, on a vu également apparaître des saignements. Bon, ça a été documenté. On sait maintenant que c'est lié à la vaccination. Alors, on le suspectait, mais tant qu'il n'y avait pas de preuves. Or, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Science Advance le 15 juillet 2022, donc c'est assez récent. Je peux donner les références pour ceux qui ne croiraient pas. C'est dans le volume 8, le numéro 28. Et cet article a permis d'établir un lien direct entre la vaccination et ces troubles qui sont maintenant, et depuis peu, ça fait quelques semaines, considérés comme un effet indésirable par l'Agence nationale du médicament français et européen. Alors on ne sait pas expliquer pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication à donner. On a simplement pu le constater et dire qu'effectivement, il y avait un lien de cause à effet entre la vaccination et ces troubles menstruels. Alors, il est encore trop tôt pour savoir si ça aura un effet sur la fertilité de ces femmes. Pour l'instant, on n'a pas de cas d'infertilité, mais c'est un peu tôt pour le savoir. Et ce qu'il y a de certain aussi, c'est qu'on ne connaît pas encore, bien sûr, les effets à long terme, puisque nous n'avons que 2 ans de recul. Bon, il n'est pas dit qu'il y ait des effets à long terme, je ne veux pas du tout dire, mais peut-être qu'il y en aura. Je voulais vous poser cette question. Voilà. Parce qu'on peut, dans les semaines, les mois, les années à venir, découvrir des nouveaux effets secondaires du vaccin. C'est très possible. Ça n'est pas du tout obligatoire, mais c'est très possible. Parce que quand on a mis ce vaccin sur le marché, on ne connaissait absolument pas ses effets secondaires. On pensait même qu'il pouvait protéger de la contagion les gens qui étaient vaccinés, c'est-à-dire qui n'étaient plus contagieux. Et on a pu prouver que non, ça ne protège pas de la contagion. Donc on peut se demander, c'est un vaccin de toute façon qui protège assez peu du Covid. Je disais quand même quelque chose que je l'ai entendu très souvent, je suis vacciné, j'aurai peut-être le Covid, mais il sera moins fort. Alors, il semble par contre que, oui, il y a beaucoup de gens vaccinés qui rattrapent un Covid. Donc, mais il semble que on n'a pas trouvé de cas graves parmi les vaccinés. Donc il semble qu'ils protègent quand même des formes graves, enfin, des formes les plus graves. Mais en résumé, si on veut dire, bon, c'est quand même un vaccin qui n'est pas très efficace, qui ne protège pas contre la contagion, qui protège sans doute contre les formes graves et qui a quelques effets secondaires à court et moyen terme. Pour les effets à long terme, on ne sait pas. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ait basé la lutte contre le coronavirus uniquement sur le vaccin, qu'on ait complètement passé sous silence et même sanctionné les gens qui en parlaient, qui parlaient de thérapeutiques pouvant associer des antibiotiques, des corticoïdes, de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine. Et on a tout basé sur le vaccin en disant aux gens prenez du Doliprane et quand vous vous étoufferez, on vous mettra en réanimation. Ce qui est une attitude quand même, j'ose pas dire criminelle, mais pas loin. Il fallait tout utiliser, il faut tout utiliser pour lutter contre une maladie. Il y a des petits remèdes, il y a des grands remèdes. Et puis le vaccin, pourquoi pas, si c'est un vaccin efficace. Mais celui-là, malheureusement, il ne semble pas très efficace. Bon, c'est tout ce qu'on peut en dire. Après, on a maintenant aussi des statistiques mondiales et qui montrent que dans les pays très vaccinés, on n'a quasiment pas eu, on a même quelquefois eu moins de morts que dans des pays qui étaient moins vaccinés. Alors on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a d'autres conditions de vie des gens dans ces pays-là qui ont fait qu'ils n'ont pas attrapé. Mais ce vaccin, malheureusement, n'est pas la panacée. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu de temps parce que les esprits
s'est Ah chauffé oui, ils sont avec tout chauffés, ça. Donc, voilà. chacun avait son. Chacun avait sa vérité. Voilà. Donc, et bon, je pense qu'avec le temps et avec donc le recul, peut-être que. On y verra plus clair. Voilà. Bien, nous allons attaquer alors maintenant notre deuxième sujet. C'est suite à un article que vous avez produit pour Boulevard Voltaire. Le titre, c'est En attendant les jours meilleurs. C'est quoi? C'est l'hiver qui arrive, les rhumes, les maux de gorge, les bronchites. Oui, tout ça. Et actuellement, d'ailleurs, il y a une Oui. épidémie de bronchiolite chez les nourrissons. Et Oui. chez les gens âgés aussi, enfin, ou d'un certain âge, ou même peut-être un peu moins. Je pense qu'il y a beaucoup de rhumes, d'angines, Oui. Alors, ces saloperies là qui traînent. pas le même virus. Chez les nourrissons, c'est un virus dont j'ai oublié le nom, qui donne une atteinte des petites bronches. C'est pour ça qu'on appelle ça bronchiolite, qui crée des difficultés respiratoires chez ces enfants. Et c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il n'y a pas de vérité en médecine, il n'y a que des hypothèses et puis des choses qu'on essaie, ça marche pas. Il y a quelques années, et pas très longtemps encore, on disait que pour la bronchiolite, il n'y avait que la kinésithérapie, rien d'autre. Et puis maintenant, on dit non, il ne faut pas faire de kinésithérapie, ça ne sert à rien. Bon. C'est comme il y a une quarantaine d'années, on disait les enfants, il faut les faire dormir sur le ventre, pour pas risquer la mort subite du nourrisson. Et puis après, on nous a dit, quelques années après, il faut les faire dormir sur le dos. Et ça n'a rien changé du tout. Alors on se demandait pourquoi pas pendu par les pieds aussi dans le lustre du salon. Enfin, pourquoi pas. Bon, on s'est aperçu en fait que cette mort subite du nourrisson venait sans doute d'un reflux gastrique qui, par des phénomènes complexes, entraînait soit une inondation des bronches, soit des troubles du rythme cardiaque. Donc il n'y a pas de vérité, c'est ce qu'on a vu là pour le vaccin. Je veux dire, il n'y a pas de vérité. En médecine, il n'y a que des faits qu'il faut essayer d'accommoder chaque fois. Alors, pour en revenir à l'apparition de l'hiver, ça va être l'apparition des virus, ça va être l'apparition des bronchites, ça va être l'apparition de la grippe, on en reparlera dans une autre émission. Et puis, il y a une possibilité, pour ceux qui en ont les moyens, c'est de partir passer quelques jours au soleil, parce que le soleil, il y a deux effets pratiques, et bon, en plus de la détente et du plaisir qu'on peut avoir, qui est par la luminosité qu'il entraîne, ça a un effet sur le moral. On sait effectivement que notre morale, les fonctions, chez les gens sensibles, évidemment, il y en a chez qui, l'ensoleillement. Alors, il faut se souvenir... Aujourd'hui, il est en berne. Aujourd'hui, il est en berne, oui. Il faut savoir que l'été, on a à peu près 8 heures de nuit pour 16 heures de jour, et l'hiver, c'est l'inverse. On a 16 heures de nuit pour 8 heures de jour. Donc, notre organisme est obligé de s'accommoder de tout ça, et ça joue sur le moral à tel point qu'il se vend des lampes. Des lampes, voilà, qui ont un spectre proche de la lumière du jour et qui ont un effet thérapeutique sur ceux qui font des épisodes dépressifs saisonniers. Bon, et puis l'autre effet du soleil, c'est la vitamine D. C'est-à-dire que lorsque on expose notre peau au soleil, elle synthétise, elle entraîne la synthèse de la vitamine D. Et la vitamine D est une vitamine importante parce que d'abord, on s'est aperçu pendant la crise du Covid qu'en donnant régulièrement de la vitamine D, on stimulait les défenses des gens. Et puis aussi, ça a un autre effet sur l'ostéoporose. Ça permet à l'os de bien fabriquer de la trame osseuse et donc ça diminue l'ostéoporose. Donc les cures de soleil l'hiver, c'est une très bonne chose et ça devrait presque être remboursé par la sécurité sociale. Enfin, c'est vraiment pas d'actualité en ce moment. C'est pas d'actualité, non. Alors, pour ceux qui... Et tout le monde ne peut pas aller au soleil. Voilà, tout le monde ne peut pas aller au soleil. Il y en a d'autres qui préfèrent aller à la neige, au sport d'hiver. Mais il faut leur rappeler qu'en général, ce sont des stations qui sont un peu en altitude, que quand on monte dans l'atmosphère, la couche atmosphérique au-dessus de nous est moindre, forcément.
Donc les rayons ultraviolets sont moins filtrés par l'atmosphère et on peut très facilement attraper des coups de soleil. Donc il faut se protéger. Il faut protéger sa peau et les parties découvertes. Heureusement, on va rarement faire du ski en maillot de bain, mais enfin bon. Bon, j'en ai vu, mais bon. Voilà. Alors, il y a le soleil et le froid. Oui, le froid. Alors il y a le froid aussi. L'hiver, il faut penser à se couvrir. Alors on nous dit, maintenant c'est embêtant, parce que maintenant on nous dit de moins se chauffer. Oui, d'accord. Enfin, il faut donc bien se couvrir. C'est pas agréable d'avoir froid, mais mis à part l'inconfort que ça procure, ça peut être dangereux, particulièrement chez les gens cardiaques, surtout s'ils effectuent des efforts physiques par ces temps-là. Parce que lors du froid, il y a le sang ne circule pas de la même manière que lorsqu'il fait chaud. Lorsqu'il fait chaud, le sang a tendance à partir à la périphérie pour se refroidir un peu. Et quand il fait froid, au contraire, pour lutter contre la perte de calories, les vaisseaux périphériques se ferment et le sang a tendance à revenir vers le centre de l'organisme et donc entraîne un surcoût de travail pour le cœur. Donc, surtout chez les cardiaques, couvrez-vous bien. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux sur le crâne, comme notre ami Lionel, mettez-vous un bonnet ou un chapeau ou que ça, parce que le crâne est une zone de déperdition de chaleur très importante. Comme le toit. CLC Média, c'est la radio des copains. Voilà, nous nous retrouvons dans l'émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Je vous donne aussi rendez-vous à 18h jusqu'à 19h dans l'émission 58 minutes. Je recevrai Edwige Diaz, qui est conseillère régionale de Gironde, députée aussi de la Gironde. Je recevrai en même temps les députés, bien sûr, RN, et je recevrai aussi Serge Muller, qui est nouveau député de Bergerac. Il a été élu aux dernières élections législatives pour, bien sûr, le compte du RN. Voilà, alors n'oubliez pas ce rendez-vous à 18h jusqu'à 19h. En attendant, on retrouve notre ami le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous continuons notre conversation sur En attendant les jours meilleurs. Et vous parliez qu'il fallait se couvrir davantage, et aussi l'alimentation. Oui, alors bien sûr, l'alimentation compte beaucoup parce qu'on dépense beaucoup plus de calories l'hiver que l'été. Et ces calories, ce sont les aliments qui nous les apportent. Donc, pour lutter contre le froid, il ne faut pas hésiter à favoriser les sucres lents, comme des féculents, des pâtes, et les graisses aussi, qui apportent beaucoup de... 1 gramme de graisse... Donc le foie gras, alors. Le foie gras, oui, bien sûr. Oui. Le confit, le foie gras. Voilà. Alors, il faut quand même surveiller son poids. Il Oui, ne faut pas en profiter pour prendre 10 kilos. des kilos de trop. Mais il en faut assez pour lutter contre le froid. Le cassoulet. Absolument, oui. Mais pas trop pour que toutes ces calories n'aillent pas s'accumuler sous forme de graisse. Donc, les gens qui n'ont pas beaucoup de réserves naturelles, qui sont plutôt minces, ils auront tendance à manger. Il leur faudra manger un petit peu plus que les autres. Peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 kilos au cours des 3 ou 4 mois d'hiver, mais il suffira ensuite de modifier son régime alimentaire pour les perdre rapidement à l'approche de l'été. Deux questions. Le sucre et l'alcool? Alors, l'alcool n'apporte pas de... Calories? Pas le rhum? Si et non. Oui, mais c'est bon, évidemment, voilà. c'est bon. Et comme on dit tout le temps, si c'est avec modération, il n'y a pas de problème. Voilà. Et le sucre? Alors, le sucre, c'est un aliment qui est rapidement assimilable. Donc, il peut apporter faire un apport de calories rapide, mais qui ne durera pas longtemps, parce que dès que le taux de sucre monte dans le sang, l'organisme sécrète de l'insuline pour le faire baisser, pour pas qu'il monte trop. Et si on n'a pas derrière des réserves utilisables, sous forme de glycogène par exemple ou autre, le taux va retomber trop bas. Donc ça va redonner faim, en fait, etc. Donc il vaut mieux, on peut privilégier un peu de sucre, des sucres rapides au début, et ensuite des sucres lents, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les féculents, les pâtes. Et puis,
D'ailleurs, c'est ce que font les animaux de manière instinctive. On peut remarquer qu'ils prennent du poids en augmentant leur réserve graisseuse à l'automne. Et puis après, ils diminuent à partir du mois de mars, avril, ils diminuent leur ration quotidienne et ils reprennent leur poids normal. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut espérer que l'hiver ne sera pas trop rude, surtout après les annonces d'économie d'énergie dont on commence à nous rabattre un peu les oreilles. Bah oui, demain on va économiser puisque le carburant va augmenter de 20 centimes d'un seul coup. Un autre sujet que vous aviez programmé, c'est les Français prêts à partager leurs données de santé. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Alors, sur le principe, et pour les tenants de ces carnets de santé informatiques, c'est une très bonne idée parce que ça permettra aux malades d'avoir donc un dossier informatisé qui sera dans un cloud auquel pourront avoir accès les professionnels de santé que le malade désignera. Donc là-dessus, sur ce principe-là, c'est très bien, besoin. Oui, parce que ça semble bien. Ça évite d'avoir... À condition que ça reste bien le problème, bien encadré, c'est que, voilà. Le problème, c'est que c'est dans un cloud et que n'importe qui peut y rentrer. Alors on vous dit que non, bien sûr, évidemment. Enfin, ceux qui veulent y rentrer, rentreront. Et quand on voit comment les GAFA, comment ce genre de carnet de santé intéresse les GAFA, il faut savoir que maintenant, le monde est quand même dirigé par les 4 grands, enfin le monde occidental. On ne peut pas parler de l'Asie, de l'Inde, qu'on ne connaît pas bien. Par les 4 grands groupes qui forment les GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon et l'autre, le dernier, je ne sais plus ce que c'est, qui appartiennent à 4 personnes dont tout le monde connaît plus ou moins les noms. Il y a... le nom m'échappe maintenant, oui, mais peu importe. Oui. Et ces gens-là, à 4, détiennent quand même la moitié de la richesse de la population mondiale. Donc, ils font ce qu'ils veulent et ils nous finiront par avoir suffisamment de poids pour nous imposer l'obligation d'avoir un carnet de santé, en quelque sorte, informatisé. Alors là, il faut se méfier aussi de quelques petits trucs, comme les montres connectées. On vous dit, ça va où ? Alors bien sûr, ça donne des informations comme le pouls, comme la tension, comme combien on a fait le nom, pas, voilà. etc. On vous surveille. Hein. Voilà, qui peut être intéressant sur le plan individuel. Mais il faut savoir que toutes ces données sont regroupées dans des data centers. Et que On s'imagine mal, ça. Et oui, les gens ne sont pas conscients que toutes ces données sont regroupées dans des data centers. Donc, ça permet d'établir un profil de vous, un profil physiologique, c'est-à-dire savoir si vous faites assez d'exercice, savoir si vous passez beaucoup de temps sans bouger, donc savoir quelle est votre tension, savoir quel est votre rythme cardiaque. Et par là, en regroupant toutes ces données, on peut se dire, tiens, ce monsieur-là, il est à risque, il risque de faire des épisodes cardiovasculaires. Quel est l'intérêt donc pour que ces data centers puissent savoir tout ça ? C'est qu'elles sont reliées à évidemment des gens que votre santé intéresse, comme ceux qui vont calculer le tarif de votre mutuelle ou le tarif de vos prestations sociales à visée de santé, ou bien simplement aussi pour savoir si on peut vous accorder un crédit sur 10 ans ou sur 20 ans. Si vous avez des facteurs de risque, il est possible qu'un jour on dise oui, mais non, on ne peut pas, etc., vous donner ce crédit. Et tout ça, ça sera parce que l'organisme de crédit aura eu accès à toutes ces données. Alors, ce qui peut être intéressant sur le plan individuel ne l'est que si ça reste individuel. Dans la mesure où c'est pas individuel, on ne peut pas dire que ça soit très intéressant. Quand on communique avec l'ordinateur, son téléphone, ça ne peut pas rester individuel. On sait très bien que tout est mis à jour, quoi. Bien sûr, alors on dit que c'est transmis de manière
anonyme pour servir à la recherche médicale. Oh. Oui, pour la recherche médicale, sera anonyme. Mais pour ceux qui veulent Et, savoir... et le secret, médical, est-ce qu'il n'est pas en danger là? Ah ben oui, il est très nettement en danger, bien évidemment. Alors on dit, mais ça sera sécurisé. Oui, mais enfin, quand on voit comment les hackers arrivent à rentrer dans les hôpitaux, puisque récemment, il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois, l'hôpital de je ne sais plus où a été paralysé totalement sur le plan informatique parce que des hackers étaient rentrés dans son système informatique et ils ont pris toutes les données qu'il y avait. Alors, pourquoi ils vont les chercher? C'est pas pour rien, hein. C'est pour les vendre. Et c'est pour les vendre à des gens que votre santé intéresse. C'est-à-dire les mutuelles, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire les marchands de médicaments. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut devenir obligatoire? Malheureusement, quand on voit comment a été traité le Covid avec l'obligation qu'on nous a fait de nous vacciner, on peut se dire que ce sera peut-être obligatoire un jour. C'est pas tout à fait les mêmes choses, mais... Non, mais enfin, on nous a obligés. Ça n'a pas été un choix volontaire. Moi, je me suis... Enfin, on nous a obligés. Il y a des personnes qui ne se sont pas fait vacciner et on ne les a pas inquiétés non plus. Ah ben si, tous les professionnels de santé... Ah oui, mais pas tous. Ouais, mais, enfin, non, mais bon, je ne veux pas parler de mon cas, mais... Non, mais les pompiers qui n'ont pas été vaccinés... Oui, d'accord, oui. Les professionnels de santé sont toujours pas réintégrés, d'ailleurs. Oui, non, mais il y a des citoyens lambda qui ne Ah sont oui, pas oui, vaccinés et là, on ne les a pas inquiétés pour autant. Pour l'instant, non. Ah bon, pourquoi pour l'instant, non. Mais on ne sait pas. Je vais mal dormir, moi. Donc, l'ennui, c'est que le mieux peut être le pire, quoi. C'est ça le problème. Non, mais sur le fond, vous avez raison. Alors, on vous dit, oui, mais si vous allez voir un médecin, comme ça, vous aurez votre dossier de santé pour le consulter. Oui, mais ça, c'est très bien. Mais à la limite, votre dossier, au lieu de l'amener une tonne de paperasse à consulter, vous pouvez le mettre sur une clé informatique, il la branche sur son oui, vous lui donnez la clé, et quand vous lui avez donné, il pompe toute la clé. Oui, non, mais bien sûr. Mais lui, il est tenu au secret professionnel. Oui. Donc, normalement, s'il fait ça, vous pouvez l'accuser. Donc, c'est tout un problème. Il y a des avantages, bien sûr, en matière de santé individuelle, mais qui, à mon avis, sont très faibles par rapport à tous les inconvénients que ça peut entraîner. Quant aux avantages, moi, j'ai fait beaucoup d'urgences. Je peux vous dire que si on n'a pas le dossier du malade, quand on le récupère au bord de la route après un accident de la circulation, honnêtement, son dossier, on s'en fout complètement, quoi. Ce qui compte sont les gestes d'urgence. Et là, à moins, ce qui est important, c'est qu'il ait dans son portefeuille, au besoin, un papier disant qu'il est traité par anticoagulant, mais et puis qu'il est diabétique, au besoin. Oui, les médicaments qu'il prend, par exemple. Puis les médicaments. Faire une liste. Voilà, mais pour le reste, on s'en fout qu'il ait eu une fracture du genou, etc. Voilà. Bien, on va faire une autre pause grâce à notre ami Jean-Yves qui est à la technique, notre ami Gérard qui est à la vidéo, qui joue un peu les hommes invisibles aujourd'hui, mais vous pourrez retrouver cette émission, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que si vous voulez aller voir nos émissions sur YouTube, vous faites CLC Web Radio et vous pourrez voir toutes les émissions depuis bientôt 3 ans. Et vous pourrez même vous abonner, c'est encore mieux. A tout de suite. CLC Média, c'est la radio des copains. Bien, nous étions tous à notre téléphone, comme beaucoup le font, et nous nous retrouvons avec le docteur Jacques-Michel Lacroix dans cette émission Libre Santé. Notre dernier sujet, et pas des moindres, les délais d'attente chez les médecins ne s'améliorent pas. Il n'y a pas que les médecins maintenant. Vous allez voir votre radiologue. Bon, alors n'en parlons pas. Aujourd'hui, pour avoir un scanner, on peut attendre 2 mois, 3 mois. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe c'est pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a plus assez de médecins, déjà. Et on peut le dire tout de suite, c'est un véritable scandale. Ça va poser des problèmes de santé publique, d'ailleurs. Oui, alors il n'y a pas assez de médecins. Pourquoi ? On l'a déjà dit au cours d'autres émissions, mais dans les années 75, par là, il y a nos technocrates du ministère de la Santé
on pensait que si on diminuait le nombre de médecins, on pourrait ainsi diminuer les dépenses de santé. Il est certain que sur Libourne, par exemple, où il y a, avec la périphérie, 30 000 habitants, s'il n'y avait qu'un seul médecin, il y aurait moins d'actes, forcément. Mais il y aurait peut-être aussi 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous pour une poussée d'hémorroïdes, donc, par exemple. Donc, ils ont décidé de diminuer le nombre de médecins. C'est le fameux numerus clausus dont tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire un examen, plus que ça, enfin pas un examen, un concours très difficile à l'entrée des études de médecine, qui a limité de manière drastique le nombre de médecins formés. Alors on s'en est pas rendu compte au début, et pendant une bonne vingtaine d'années, même pendant 30 ans, oui, jusque dans les années 2000, 2005, c'était encore acceptable, parce que tous les gens de la génération, tous les médecins de la génération du baby-boom d'après-guerre, qui étaient très nombreux, ça a compensé le manque de jeunes médecins. Donc les vieux médecins, qui étaient en surnombre presque, compensaient le manque de jeunes médecins. Mais depuis que tous ces vieux médecins ont pris leur retraite, on ne se retrouve plus qu'avec les jeunes médecins. Et donc, on s'aperçoit qu'il n'y en a plus assez. Alors, dans toutes les spécialités, que ce soit médecine générale, les pires, c'est l'ophtalmo, c'est la dermato, c'est dans une étude parue. Pardon, est-ce que, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence de fonctionnement entre l'ancienne génération et la nouvelle? Si. Indiscutablement, les médecins de la vieille génération faisaient passer leur travail avant leur vie familiale, etc. Et maintenant, les jeunes médecins, et ils n'ont pas tort, n'acceptent pas de travailler dans les mêmes conditions que leurs pères ont travaillé, que celles de leurs pères. En plus, la profession s'est féminisée quand même. Il y a 60% des jeunes médecins qui sont des femmes. Et les femmes estiment qu'elles ont d'autres tâches à faire que de la médecine. Elles ont des tâches en plus. Et donc, elles veulent du temps libre, enfin du temps qu'elles occupent. Je ne veux pas dire qu'elles le prennent pour se tourner les pouces. Mais elles sont moins disponibles que ne l'étaient les jeunes médecins, mâles aussi. Mais ils sont moins disponibles que ne l'étaient les anciens. Alors, maintenant, il est fréquent d'attendre Alors, d'une part, ils sont moins disponibles, et d'autre part, il est très difficile de les joindre directement. On tombe sur des secrétariats pour avoir le rendez-vous. L'horreur. Donc, autant quand on pouvait joindre le médecin, il y a quelquefois des conseils que pouvait donner le médecin, surtout s'il connaissait son malade. Il pouvait lui donner un conseil en lui disant « si ça ne va pas mieux dans 2 jours, passez me voir ». Mais ça a évité une consultation. Alors que maintenant, quand c'est un secrétariat qui répond, le secrétariat, il a une grille de rendez-vous et puis il vous donne un rendez-vous dans les créneaux qui sont libres. Et c'est ainsi que pour avoir une consultation chez un médecin généraliste, c'est souvent entre 2 et 6 jours d'attente. Ce qui est absolument dramatique quand vous allez chercher votre gosse à l'école qui se plaint d'une oreille, qu'il a 39 de fièvre. On ne peut pas attendre 2 jours pour voir un médecin. C'est qu'il a vraisemblablement une otite. Et nous, on s'en rend. Et une otite, vous allez dire, c'est pas grave. D'abord, c'est douloureux. Et deuxièmement, ça peut être très grave parce qu'on peut faire une mastoïdite derrière, c'est-à-dire une infection de l'os qui est derrière l'oreille. Et une mastoïdite, ça peut se tourner en méningite. Et on peut en mourir. Donc une otite non traitée, ça doit se traiter. Et c'est comme ça que nous, au centre d'urgence, on voit arriver le soir, parmi les premiers arrivants, vers 20h, tous les gens qui n'ont pas pu avoir de rendez-vous pour un épisode pathologique qu'ils ont présenté dans la journée. Alors, parce qu'on leur dit, mais vous n'avez pas téléphoné à votre médecin. D'abord, je n'ai plus de médecin traitant, il est parti à la retraite. Ça, c'est souvent la réponse. Et pour en trouver un autre, c'est très difficile. C'est très difficile. Et la deuxième réponse, quand ils en ont un, c'est oui, mais on me donnait rendez-vous dans 2 jours. Et la gosse, elle a mal. Bon. Alors, tout ça, ça devient un problème récurrent et très important qui absolument... Moi, j'aurais tendance à dire qu'il va en augmentant. Et qui va en augmentant, c'est ça, oui. Et alors, je ne parle pas des rendez-vous chez les spécialistes. Heureusement, ceux comme les cardiologues, si le médecin traitant appelle
et insiste, Mmh. on arrive à avoir un rendez-vous rapide parce que le cœur, c'est quelque chose qui... Alors la réponse que donnent souvent ces médecins, c'est si c'est urgent, allez à l'hôpital. Mais à l'hôpital, attendez, l'hôpital n'est pas fait pour traiter les otites. C'est pas Je peux fait. vous donner, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cet été, appel à un cardiologue, il a fallu que j'en fasse un autre, parce que c'était impossible d'avoir un rendez-vous. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais Combien il y a de gens comme ça? Combien? c'est comme, on passera sur un autre sujet, mais quand il y a un malaise important ou autre, si vous appelez le 15, c'est très bien d'appeler le 15. Mais souvent, vous n'aurez la communication qu'au bout de 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, quelquefois. Et vous avez le temps de mourir rapide. Hein. Il vaut mieux, en cas de gros trucs, appeler le 18, les pompiers. Parce que là, les pompiers, eux, ils sont en relation directe avec le SAMU. Et si ça semble très urgent, ils vous enverront une ambulance. Non, il y a encore des choses qui marchent très mal actuellement dans la distribution des soins en France. Et c'est pas prêt de s'arranger tout de suite parce que pour former un médecin, il faut entre 8 et 10 ans. Donc, ils ont pris quelques mesures il y a 2 ans là, pour élargir le numerus clausus. Donc, il y a davantage d'étudiants, mais ceux-là, ils n'arriveront à être opérationnels que dans 8 à 10 ans. Alors, en attendant... Et ça, on ne peut pas le modifier. Et ça, on peut pas. Non, on ne peut pas faire des médecins en 2 ans, c'est pas possible. Alors, le gouvernement dit, on va former des infirmières un peu qui seront quelques notions de médecine de plus. Oui, bien sûr. Pour faire besoin d'une vaccination, déjà, les vaccinations, les pharmaciens peuvent les faire. Bon, ça, c'est pas plus mal, à condition qu'ils sachent aussi qu'il y a quelquefois des contre-indications à la vaccination. Donc, mais pourquoi pas? Et puis, les infirmières peuvent sûrement jouer un rôle. Elles peuvent vérifier la tension, elles peuvent vérifier des choses comme ça. Une infirmière n'est pas un médecin. Mais une infirmière n'est pas un médecin. Une aide-soignante n'est pas infirmière. Encore moins. Ce sont des gens extrêmement compétents dans leur domaine. Oui, mais, bien sûr. Heureusement qu'on les a, du reste. Heureusement, mais bien sûr. Ce qui est là aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est ce qui est malheureux aussi, c'est leur salaire qui n'est absolument pas à la hauteur des responsabilités qu'ils ont. Bon, enfin, vous voyez, quand on soulève ce sujet-là, on peut être amené à... il faudrait tout changer. Il faut changer le logiciel. Alors, comment faire? Ça, je ne sais pas, parce que là, on ne va pas pouvoir former des médecins rapidement. Alors, il y a faire venir des médecins de l'étranger, ce qui est souvent le cas, déjà. ce qui se fait beaucoup. Quand ce sont des médecins qui sont bien formés, ça ne pose pas de problème. Mais tous les pays ne forment pas de la même manière leurs médecins. Et puis ça entraîne des tas d'autres... Alors, on va en reparler dans 30 secondes. Donc, 3 minutes, 2 minutes, le temps que Jean-Yves cherche un petit peu de musique, et on revient avant la fin de l'émission. CLC Média, c'est la radio des copains. Alors nous arrivons au terme de cette émission avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. On parlait bien évidemment de ce problème qui devient très important, de ces attentes pour les rendez-vous différents chez le médecin généraliste, pour aller passer une radio, un scanner, chez le cardiologue, enfin la liste est longue. Oui, alors ce qu'on disait, c'est qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour former un médecin, donc c'est pas demain que ça va s'arranger comme ça. Et que, par contre, on peut essayer de trouver des solutions un peu innovantes qui seraient basées, je dis bien qui seraient basées, parce que pour l'instant, ça ne semble pas se développer beaucoup, mais ça va être sûrement l'avenir, vers des centres de soins en ville qui pourraient traiter cette pathologie non programmée, parce que la médecine, quand même, se divise en gros en 2 grandes catégories. Dans les soins, pas la médecine, mais les soins de dépannage, et ensuite les soins qui s'adressent à des maladies chroniques, à des choses comme ça. Mais dans les soins de dépannage, on peut parfaitement envisager ce qui existe à Libourne, c'est un centre de soins non programmés qui permet de recevoir sans rendez-vous les gens qui n'ont pas pu joindre leur médecin traitant de façon à les dépanner le temps qu'ils puissent soit guérir de ça, une sorte de dispensaire en quelque sorte, effectivement.
et qui puisse dépanner les gens. Mais bon, c'est pas apparemment dans les tuyaux. À l'ordre du jour, on va dire. Ni dans ceux des syndicats qui s'accrochent à des... Bon, enfin, n'en parlons pas, les syndicats médicaux. C'est pas la peine. Bien, nous allons terminer sur cette note très optimiste. On se retrouve mardi prochain pour l'émission Libre Santé, mais ça sera la rediffusion de cette émission. On se retrouve en direct dans 15 jours. Merci au docteur Jacques-Michel Lacroix d'être venu jusqu'ici dans nos nouveaux studios à Montcarré. Et dans quelques minutes, à partir de 18h, l'émission 58 minutes, où, je vous l'ai dit tout à l'heure, je reçois le député du Bergeracois, Serge Muller, et Edwige Diaz, qui est conseillère régionale et députée aussi en Gironde. À tout à l'heure. Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.